Ça me fait plaisir de vous joindre, que vous vous joigniez à moi ce matin. Donc, je vais aussi partager que je présente sur la terre ancestrale d'Anishinabeg, les Algonquins, le peuple algonquin. Et puis, c'est aussi connu sous le nom de Ottawa, Ontario. Donc, bienvenue au projet, la présentation du projet de dépôt pour les données sensibles. Je m'appelle Lina, comme Lydia a dit, et je suis également une agente de curation des données avec l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, quel est le problème? La destruction des données de recherche précieuses et réutilisables est une pratique courante uniquement parce que ces données sont sensibles. Des données qui pourraient autrement être d'excellents candidats au dépôt et à la réutilisation ne peuvent être déposées ou réutilisées en raison de leur sensibilité. La destruction des données était considérée comme une bonne pratique. Cependant, cette bonne pratique est en train de changer. La bonne pratique s'est déplacée vers la préservation et le partage selon le besoin et dans la mesure du possible. Mais il existe de nombreuses limitations qui nous empêchent présentement de réaliser cette bonne pratique. Le manque d'infrastructures, de conseils, de ressources, d'outils et de supports qui reconnaissent la manière dont les données sensibles peuvent être préservées et partagées sont les obstacles actuels. Ce projet a pour but d'éliminer bon nombre de ces obstacles. Il s'agit d'une initiative dirigée par le FRDR. Pour ceux qui l'ignorent, donc le FRDR qu'on dit est le dépôt de données des recherches fédérées, un dépôt qui nous exploite que nous exploitons à l'Alliance avec nos partenaires de l'écosystème. Donc, cette initiative a pour elle deux objectifs principaux. Premièrement, nous voulons augmenter les capacités de FRDR pour permettre le dépôt et le partage sécurisé et contrôlé de données de recherche sensibles. Notre deuxième objectif est de soutenir l'écosystème de manière plus générale avec ces nouvelles bonnes pratiques en matière de dépôt et de partage de données. Et nous cherchons donc à aider les institutions et les autres dépôts de données à développer ces nouvelles capacités. Le terme « données sensibles » peut faire référence à de nombreuses choses différentes. Il peut s'agir de renseignements personnels sur la santé, ou de renseignements personnels identifiables qui sont tous deux assujettis à la législation fédérale et dans certains cas provinciales, selon la province. Nous parlons également de données de recherche sur des êtres humains qui sont soumises aux exigences de l'EPTC2. Nous pourrions également parler de données sur les espèces en voie de disparition. Il n'est donc pas nécessaire que les données concernant les êtres humains pour être sensibles. Il peut s'agir de données confidentielles utilisées à des fins de recherche, souvent appelées utilisation secondaire. Il peut s'agir de dossiers d'emploi, de dossiers criminels, de dossiers scolaires ou administratifs. Ou sinon des données sous embargo, des données qui peuvent ou non contenir des sensibilités en soi, mais qui deviennent sensibles en vertu d'un contrat ou d'un accord, peut-être dans le cadre d'un partenariat avec l'industrie, par exemple. Cela dit, donc, dans le contexte de la recherche, nous parlons généralement de données qui ont été dépersonnalisées. Les noms et autres informations d'identification directe ont été supprimés et les pseudo-identifiants ou identifiants indirects, tels que l'âge et le sexe, ont été évalués pour déterminer si le risque de réidentification est acceptable ou non. Dans le contexte de ce projet, nous parlons de données de recherche pour lesquelles le risque de réidentification est faible ou très faible.
Lorsqu'elles sont utilisées dans une recherche, les données sont habituellement dépersonnalisées. Les variables d'identification sont retirées, tandis que les éléments d'identification indirects, âge, sexe, etc., sont évalués pour veiller à ce que le risque de repersonnalisation soit faible ou très faible. Cette diapositive a pour but de montrer que les données éligibles au dépôt dans le cadre de ce projet peuvent provenir d'une variété de domaines de recherche différents. Ce sont les types de données qui seront admissibles au dépôt Further dans l'offre de service initiale de ce projet. Vous remarquez peut-être l'entrée des données de la santé. Nous ne prenons en compte que les informations de recherche sur la santé non clinique pour le moment. Si vos données proviennent de dossiers médicaux, d'un essai clinique ou d'une pratique clinique, elles ne sont pas concernées par ce projet. Seules les données de recherche en santé non clinique, telles que les données d'enquête ou de groupes de discussion, seront admissibles, du moins pour cette phase du projet. Donc, cette initiative comporte 3 volets principaux. Le premier est une application logicielle de cryptage en connaissance zéro qui a été développée au cours des dernières années par notre équipe de développement. Cette technologie permet aux chercheurs de crypter leur ensemble de données et de déposer ce paquet crypté dans un dépôt de données comme le Further ou tout autre dépôt qui choisit d'adopter ce modèle. L'utilisation de cet outil de cryptage en combinaison avec un dépôt de données permet aux chercheurs de rendre ces données accessibles, c'est-à-dire que l'enregistrement des métadonnées sera publié ouvertement, tandis que l'ensemble de données lui-même restera crypté et conservé en toute sécurité sur nos serveurs. L'accès à l'ensemble des données cryptées et à la clé de décryptage est étroitement contrôlée. Les chercheurs qui souhaitent accéder à l'ensemble des données doivent remplir une demande d'accès aux données et signer numériquement un accord d'accès aux données. Donc, les flux de travail du processus de demande d'accès sont intégrés à l'application logicielle et au Further. Une fois qu'une demande d'accès a été approuvée et que l'accord d'accès aux données générées automatiquement a été signé numériquement par les parties, le logiciel génère un décryptage spécifique à l'utilisateur. La deuxième composante de ce projet concerne la politique, les processus et les flux de travail. Si vous disposez de la technologie la plus sûre et la plus conviviale du monde, mais que votre cadre politique ne vous permet pas de l'utiliser, vous êtes toujours à la case départ. La politique et le processus constituent une partie importante de ce qui fait de la gestion des données de recherche sensible un tel défi. Il n'existe pas de cadre stratégique unique pour les données de recherche sensibles au Canada. Selon les données, les lois fédérales et provinciales, le PTC2 et les règlements institutionnels peuvent tout jouer un rôle. Ainsi, afin de s'assurer que cette nouvelle technologie peut être utilisée en conformité avec les politiques institutionnelles et les autres réglementations, et exigences pertinentes. Nous devons travailler étroitement avec les institutions pour innover les processus et les flux de travail en question. Donc, ce travail doit être réalisé en collaboration et doit être mené par les institutions et les chercheurs. Pour réussir, il doit être aussi intergouvernemental. C'est une chose de développer des solutions politiques spécifiques à votre juridiction, mais si ces solutions ne peuvent pas être mises à l'échelle ou si elles ne sont pas interopérables avec d'autres régions, alors vos chercheurs seront toujours limités dans leur capacité à collaborer avec des chercheurs d'autres institutions et d'autres juridictions.
Une partie importante de ce projet consiste donc à soutenir l'harmonisation dans la mesure du possible. L'harmonisation présente bien sûr des défis de taille. L'idée ici n'est pas de résoudre tous les problèmes ou d'accommoder tous les cas de données sensibles. Ce ne sont pas des objectifs raisonnables. Donc, nous pouvons plutôt faire du progrès significatif vers l'harmonisation dans certains domaines et pour certains types de données. Enfin, le troisième élément. Vous pouvez disposer de la bonne technologie et d'un cadre politique qui soutient son utilisation, mais si les gens ne sont pas au courant de cette technologie ou du cadre politique qui la soutient, s'ils ne savent pas comment l'utiliser ou s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir s'y retrouver, alors vous êtes toujours bloqué à la case départ. Pour que cette technologie soit mise en œuvre, il faut donc, outre un cadre politique approprié, des ressources et des possibilités de formation et d'éducation adéquates. Nous devons déployer ces ressources de formation et d'éducation de manière efficace pour les chercheurs et le personnel de soutien à la recherche. Donc, les gens de bibliothèque, de l'éthique de la recherche, de la protection de la vie privée et d'ailleurs sur le campus. Les décideurs, les régulateurs et le personnel de soutien doivent être informés et être sur la même longueur d'onde que les chercheurs en ce qui concerne les compréhensions de la technologie et des outils disponibles et la façon d'utiliser ces technologies, tout en se conformant à leurs diverses obligations institutionnelles et autres. Ces ressources sont développées en collaboration. Nous devons soutenir le développement de la communauté et le renforcement des capacités à mesure que les chercheurs et les institutions s'adaptent aux nouvelles meilleures pratiques et aux nouvelles attentes et aux nouvelles approches de la gestion des données sensibles de la recherche. En ce qui concerne les progrès réalisés à ce jour, une grande partie du développement technique a déjà été achevée et le logiciel de cryptage à connaissance zéro est entièrement fonctionnel et prêt pour les essais pilotes. Nous avons travaillé d'arrache-pied à l'élaboration d'un cadre politique et d'un partenariat en vue de la mise en œuvre d'un projet pilote. Donc, cette diapositive vous montre le modèle de cryptage à connaissance zéro que nous utilisons. Vous remarquerez en haut que le FURDER est séparé de l'application de cryptage au centre. Au FURDER, nous ne voyons jamais l'ensemble de données originales et n'interagissons pas avec lui. Seul le paquet entièrement crypté est déposé chez nous, de sorte que notre infrastructure et notre personnel n'auront jamais accès à l'ensemble de données non cryptées. Donc, au centre, vous verrez l'application de cryptage qui a été spécialement conçue pour être utilisée dans le contexte du dépôt des données. Les utilisateurs téléchargeront et utiliseront le logiciel dans l'environnement qu'ils utilisent pour analyser et stocker les données sensibles pendant la phase active de leur projet de recherche. Il n'est pas nécessaire de transférer les données non cryptées vers un autre environnement avant de les crypter. Un tel transfert constituerait un risque inutile pour les données. Au contraire, le logiciel peut être utilisé là où se trouvent déjà les données afin de minimiser les risques. Une fois que l'application est chiffrée, les données, la clé de chiffrement est stockée dans les serveurs de Vault. Cet environnement de stockage est complètement séparé du FURDER et de l'application de cryptage. Donc, même si quelqu'un
obtenait un accès non autorisé aux données cryptées stockées sur les serveurs de Further, il n'y aurait pas d'accès possible aux clés de cryptage et vice-versa. Une autre couche de sécurité est ajoutée par la couche de cryptage. Les clés de cryptage sont elles-mêmes enveloppées dans une autre couche de cryptage qui est liée à un ensemble de paires de clés publiques et privées. Cela signifie qu'une clé de décryptage accordée à un chercheur qui a demandé l'accès est liée spécifiquement à l'identité de cette personne. Donc, aussi, même si elle partageait la clé avec quelqu'un d'autre, cette personne ne pourrait pas l'utiliser car elle est liée à l'ensemble d'appariements des clés publiques et privées de l'utilisateur. Une autre couche de sécurité est ajoutée en créant des verrous temporels pour tout ce processus-là. Une fois l'accès accordé à un chercheur, celui-ci dispose d'une période limitée pour accéder au paquet crypté via Further. Et la clé de décryptage n'est également valable que pour une période limitée. Donc, si quelqu'un devait, par exemple, accéder à votre compte de messagerie électronique 6 mois après que vous avez obtenu l'accès à un ensemble de données sensibles et que cette personne tentait de télécharger l'ensemble de données cryptées ou d'utiliser la clé de décryptage pour déverrouiller l'ensemble de données décryptées, elle ne pourrait pas y parvenir parce que la durée de validité de ces deux éléments aurait expiré par ce temps-là. Pour l'instant, nous avons fixé la durée de validité des clés à 2 semaines et nous ajusterons les délais une fois que nous aurons effectué des tests auprès des utilisateurs et que nous disposerons de données sur leurs activités. Et le cryptage, en passant, c'est une pratique recommandée par le PTC2. Donc, c'est la politique d'éthique de la recherche avec les êtres humains. Et puis, c'est pour protéger les données de recherche sensibles. Les chercheurs ont la possibilité de gérer leurs données à l'aide de ce type de technologie depuis de nombreuses années. Vous vous demandez peut-être pourquoi les chercheurs n'utilisent pas encore ce type de technologie pour gérer leurs données sensibles. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'existe pas encore une orientation sur la manière d'utiliser la technologie de cryptage de manière conforme. En autres termes, il n'existe pas encore d'instructions ou de règles sur la façon de se conformer aux divers règlements et exigences en matière de gestion de données sensibles, comme le PTC2, la législation fédérale ou provinciale, les divers politiques et procédures institutionnelles, etc. Deuxièmement, de nombreux chercheurs ne se sentent pas à l'aise pour naviguer seuls dans la technologie du chiffrement et la conformité. Si vous dites à tous les chercheurs de crypter leurs données pour un segment important de la population des chercheurs, leur première étape serait de chercher sur Google. Comment crypter des données? Cette partie de la population des chercheurs ne se sentiront donc pas en confiance encore pour utiliser ce type de technologie à l'absence d'instructions, de conseils et de soutien clair sur la manière de le faire en toute sécurité et d'une manière conforme à leurs nombreuses obligations réglementaires. C'est pourquoi nous avons conçu ce logiciel pour qu'il soit extrêmement convivial et que ça ne nécessite aucune connaissance ou compétence informatique avancée. Donc, si vos chercheurs peuvent utiliser leur compte de messagerie avec succès, Gmail, etc., ils peuvent utiliser ce logiciel avec succès.
Ensuite, voici une page d'accueil une page d'accueil d'un ensemble de données de Further. Elle nous montre comment un ensemble de données sensibles apparaîtrait à l'écran. Normalement, dans le Further, vous pouvez accéder directement au fichier de l'ensemble de données en cliquant dessus. Mais dans ce cas-ci, les fichiers sont cachés et inaccessibles aux utilisateurs car les données sont sensibles. Dans ce cas, les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux données sans passer par un processus de demande. Vous verrez ici qu'il y a un avis qui dit que les données sont sensibles et vous devez demander l'accès et un bouton pour vous permettre de le faire. Si vous cliquez sur le bouton, vous êtes amené ici. Si vous êtes familier avec ce qu'un processus de demande d'accès peut inclure pour les données de santé, par exemple, ces formulaires font souvent 20 ou 40 pages et ils peuvent être assez lourds à remplir. Mais les informations demandées dans ces formulaires se trouvent presque toujours dans quelques documents clés. La proposition ou le protocole de recherche, le plan de gestion de données, etc. Pour éviter aux chercheurs d'avoir à remplir un autre formulaire supplémentaire avec les mêmes informations que celles qui l'ont incluse dans leur demande de subvention, leur demande d'éthique ou ainsi de suite, nous avons essayé de réduire ce processus à ces éléments clés et de minimiser la charge de travail des chercheurs en autant que possible. Ils doivent quand même fournir une copie de leur CV pour s'assurer qu'ils ont les qualifications académiques appropriées pour entreprendre la recherche qu'ils ont proposée. Une copie de la proposition ou du public ou du protocole, ce que vous voulez faire avec ces données, si l'accès vous est accordé. Votre autorisation ou exemption d'éthique selon le cas et votre plan de gestion de données. Nous exploitons l'outil DMP Assistant, l'assistant des DMP, et nous sommes en train de créer un modèle spécifique pour ce cas d'utilisation. L'utilisation secondaire de données de recherche sensibles obtenues par le bias d'un dépôt à l'accès contrôlé, qui rationalisera les exigences relatives au DMP, là encore pour minimiser la charge des chercheurs. Un aspect important de cette page est la façon dont ces pièces jointes remplissent une double fonction. En plus d'être le contenu de la demande d'accès à trancher, elles deviennent également une partie de l'accord d'accès aux données. Le corps de l'accès reste le même, mais les annexes changent pour refléter les données spécifiques en question, ainsi que les conditions de leurs utilisations et de leur gestion. Notre système génère automatiquement les annexes et les joint à l'accord qui est signé numériquement par les parties via ce processus de demande. La page d'accueil génère une description du jeu de données. La proposition et le protocole deviennent l'utilisation approuvée des données et le DMP devient les conditions de gestion de la copie locale et ainsi de suite. Souvent, les demandes d'accès nécessitent un va-et-vient entre le demandeur et le propriétaire des données. La demande n'est généralement pas approuvée dès la première soumission. Notre système permet de communiquer les modifications demandées à l'utilisateur et de lui permettre de soumettre à nouveau la documentation révisée. Le système enregistre l'historique complet de cet échange, de sorte que si l'on se demande quelle version d'un document a été approuvée ou sur quelle base exacte l'accès a été accordé, une preuve complète serait disponible. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'aspect technologique du projet.
Et puis, on passe maintenant au cadre politique et à la collaboration institutionnelle. Ce travail ne peut pas être mené si on ne collabore pas efficacement avec les institutions. Lina, Oui? juste une pause. Il y a une question dans Slack. Donc, la question est, si je comprends bien, on ne peut pas utiliser Depot pour stocker des données nominales, par exemple des enregistrements audio d'entrevue? J'apprécie beaucoup la question, mais je vais continuer puis on va revenir aux questions vers la fin si ça ne vous dérange pas. Mais merci beaucoup pour cette bonne question-là. Donc, il y a 2 phases clés à cette collaboration continue. La première est l'élaboration conjointe d'une feuille de route pour le projet. La seconde est la mise en œuvre de cette feuille de route. Nous pensons avoir une idée assez claire de ce qui est nécessaire pour piloter ce projet. Mais nous ne voulons pas que ce travail soit guidé par l'expertise, les besoins et les objectifs des chercheurs et de leurs institutions. Les flux de travail, les exigences, les supports, etc., doivent être élaborés en collaboration afin que nous puissions garantir que la technologie, la politique de service, la mise en œuvre et l'accès à ces outils et ressources soient soutenus sur le campus et qu'ils soutiennent à leur tour les objectifs stratégiques, les besoins locaux et les priorités des chercheurs et de leurs institutions. C'est pourquoi nous co-développons une feuille de route détaillée du projet afin de donner aux institutions la possibilité d'intégrer leurs objectifs stratégiques, leurs besoins locaux et les priorités de leurs chercheurs directement dans les plans de projet. Quels départements et groupes sur le campus doivent être impliqués? Quelles actions de sensibilisation de vos chercheurs sont nécessaires? Quelles sont les implications pour vos processus institutionnels existants en matière d'évaluation d'éthique, d'évaluation des incidences sur la vie privée, etc.? L'élaboration conjointe de la feuille de route du projet donne aux établissements la possibilité de s'assurer que les plans du projet correspondent à leurs établissements et répondent à leurs besoins, en fait. Avez-vous des objectifs stratégiques spécifiques liés aux données sensibles que vous souhaitez atteindre, par exemple, et vous voyez ce projet comme un moyen d'y parvenir? Excellent. Donc, intégrons-le. Y a-t-il des ressources supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour soutenir ce travail sur notre campus? Fantastique. Intégrez-les. Des ressources supplémentaires sont-elles nécessaires pour soutenir ce travail sur votre campus? Fantastique. Intégrons-le. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec les institutions pour déployer, tester. Excuse-moi, Lina. Est-ce que tu as changé ta diapositive depuis collaboration avec les établissements? Non. OK, c'est toujours la même. Merci. Oui. Donc, nous voulons travailler en étroite collaboration avec les institutions pour déployer, tester et affiner ces offres de services. Nous voulons donc nous assurer que nous comprenons bien ce qui serait nécessaire pour soutenir leur participation et leur contribution à leur travail. Donc, une fois que la feuille de route du projet a été élaborée avec les partenaires du projet, nous passons à la phase de mise en œuvre. Un élément majeur de la feuille de route du projet est la création de groupes de travail nationaux. Voici les grandes catégories de groupes de travail nationaux nécessaires pour soutenir les processus institutionnels et les composantes politiques du projet. Les membres des groupes sont des employés des institutions participantes.
Ces thèmes et le nombre de groupes seront susceptibles d'être modifiés dans le cadre de la feuille de route du projet. Donc, si les institutions pensent qu'il manque une catégorie dans cette liste ou que 2 de ces groupes devraient être regroupés en un seul, ainsi de suite, ces ajustements pourront être effectués. À ce stade du projet, voici les grands groupes que nous proposons pour soutenir les éléments de politique et de processus de projet. Donc, l'éthique de la recherche, la vie privée, contrat, TI, soutien et puis soutien à la recherche et gouvernance. Donc, on achève bientôt. Je continue. Voici les 3 éléments du cadre politique qui, selon nous, sont nécessaires pour soutenir ce travail. Premièrement, il y a un modèle d'accord d'accès aux données. Toutes les institutions en ont un et elles les négocient entre elles à longueur de journée. Ces modèles d'accord varient selon les institutions, mais dans de nombreux cas, les modèles n'ont pas besoin d'être modifiés et l'institution destinataire n'exige pas de changement. L'élaboration d'un modèle d'accord harmonisé reflète les cas simples qui peuvent être facilement pris en compte par la plupart des modèles institutionnels est le premier élément du cadre politique. Ce volet du projet est une occasion pour les institutions de jeter un regard global sur les modèles dont elles disposent actuellement et d'examiner s'ils sont à jour ou pas, s'ils reflètent des bonnes pratiques, s'ils reflètent l'environnement réglementaire actuel et ainsi de suite. La création d'un modèle harmonisé d'accord d'accès aux données permettra aux institutions participantes de se concentrer sur les différences de pratiques réellement significatives et les différences insolubles entre les juridictions, ainsi qu'identifier les différences de pratiques plus superficielles. Avec un peu de travail, nous pourrions être en mesure de créer un terrain d'entente et de nous mettre sur la même longueur d'onde. Nous ne disposerons jamais d'un modèle d'accord d'accès aux données adapté à chaque cas de données sensibles. C'est une utopie et un objectif totalement irréaliste. Nous n'essayons pas de le faire. Ce qui est possible, par contre, va être un modèle harmonisé qui répond à la plupart des cas. En deuxième place, ensuite, il y a l'accord de gouvernance. En tant que prestataire de services, nous avons certaines obligations et les institutions ont certaines obligations. Par exemple, les institutions sont tenues d'effectuer une évaluation éthique. Lorsqu'un chercheur souhaite utiliser un service ou un outil de recherche particulier, il doit souvent convaincre son institution que ce service ou cet outil répond à ses exigences. Le chercheur doit comprendre la conformité avec les exigences en matière de protection de la vie privée pour convaincre le Bureau de la protection de la vie privée, la conformité avec la politique d'éthique de la recherche pour convaincre le comité d'éthique avec le processus et la procédure de l'institution pour convaincre le bureau VPR et ainsi de suite. Les chercheurs ont du mal à le faire parce qu'ils ne sont pas des analystes de la vie privée, des esthéticiens ou des juristes en général. Et c'est un travail long et difficile. L'accord de gouvernance permettra d'y parvenir, par contre. Cet accord décrit des éléments tels que l'obligation de l'établissement de procéder à un examen éthique et l'obligation du fournisseur de services de s'assurer que cet examen éthique a été effectué et que les approbations appropriées sont en place pour soutenir le dépôt des données ou l'accès aux données. Essentiellement, l'accord de gouvernance explique comment les processus institutionnels et les processus de service s'enlignent et se connectent ensemble. Enfin,
En troisième place, il y a les ajustements des processus internes. Les chercheurs ont plusieurs points de contact avec leurs institutions à différentes étapes d'un projet de recherche, souvent à partir de la demande de subvention ou de contrat de recherche, puis lors de l'examen éthique, et ainsi de suite, jusqu'à la publication et au dépôt dans un dépôt de données. Très souvent, ces processus et la documentation qui les accompagne ne reflètent pas les meilleures pratiques nouvelles ou émergentes. La demande d'éthique standard vous demande si vous prévoyez de partager vos données, oui ou non. Mais elle ne mentionne généralement pas le stockage d'un dépôt de données. Le problème est que lorsqu'un chercheur veut déposer ses données, il constate que l'approbation éthique ne le permet pas, car le consentement approprié n'a pas été obtenu des participants. Donc, à l'heure actuelle, le dépôt des données de chercheurs sensibles revient souvent à annuler les décisions et les engagements pris par le chercheur tout au long du cycle de vie de projet, afin d'inverser ses choix ou ses engagements pour permettre ce dépôt-là. En modifiant ces processus internes existants et en veillant à ce que le chercheur et le personnel reçoivent une formation à ce sujet, nous pouvons créer une véritable pipeline dès le stade de la demande de subvention afin de garantir que les intentions des chercheurs de déposer ou de permettre un accès contrôlé à un ensemble de données soient soutenues et facilitées. Les chercheurs n'ont pas besoin de revenir sur leurs engagements et les dépôts peuvent ingérer des données sans poser de questions ni hésiter. Les ajustements apportés au processus interne aideront les établissements à s'assurer que les procédures reflètent leurs exigences et les meilleures pratiques actuelles en matière de partage de données. Et ils vont aussi permettre à leurs chercheurs d'obtenir l'examen institutionnel approprié et de faire aussi leur choix en matière de partage de données. C'est pourquoi la participation des institutions à ce projet concerne l'ensemble de l'établissement. Tous les aspects de cette pipeline doivent être coordonnés et sur la même longueur d'onde afin que les chercheurs reçoivent des informations cohérentes et que les flux de travail soient fluides. Donc, voici les questions que nous invitons les institutions à poser. Vos chercheurs collectent-ils et utilisent-ils des données sensibles? Souhaitent-ils des meilleurs outils et services pour faciliter l'accès et le partage? Et vous, en tant qu'institution, souhaitez-vous disposer d'une pipeline claire, conforme et actualisée pour aider le chercheur et à gérer les données sensibles de la recherche? Donc, si ces institutions-là répondent à l'affirmative, ça nous permet de nous mettre en relation avec eux pour étudier leur participation, ainsi qu'on pourrait leur inviter à rejoindre notre cohorte nationale qui collabore à ce projet. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention durant cette présentation. J'aimerais juste noter que je suis une assistante au projet et puis présentement, la grande personne en charge, c'est Victoria Smith qui va pouvoir répondre des questions qui sont peut-être plus compliquées que je peux répondre aujourd'hui, mais je vais faire de mon possible. Est-ce que je vais juste regarder s'il y a des questions dans le Slack que Lydia m'a posé tantôt. Oui. Donc, les questions dans Slack, si je comprends bien, on ne peut pas utiliser ce dépôt pour stocker des données nominales, par exemple des enregistrements audio d'entrevue et une follow-up. Si c'est le cas,
y a-t-il d'autres systèmes permettant de travailler sur des données nominales, par exemple, si on a une équipe de recherche? OK, donc je vais juste aller chercher la question. C'est par Stéphane Couture, si je comprends bien. Et puis, j'invite Stéphane Couture, si vous avez le goût de poser sa question, si vous voulez ajouter des détails, mais je lis la question. On ne peut pas utiliser ce dépôt pour stocker. Donc, les données, quand vous dites les données nominales, par exemple, des enregistrements d'audio, entrevues, oui, ça serait peut-être possible, mais ça va être décidé plus tard quand les institutions vont décider et collaborer entre eux. Les groupes nationaux vont discuter ces enjeux-là. Si c'est le cas, y a-t-il d'autres systèmes permettant de travailler sur des données nominales? J'en connais pas pour l'instant, mais je peux noter la question. Si vous pouvez m'envoyer votre adresse courriel, je peux vous répondre là-dessus. J'espère que ça aide un peu, Stéphane. Un peu, merci beaucoup. Sinon, Lina, j'ai aussi publié une autre question qui était dans le clavardage de Zoom, mais que j'ai republié dans Slack. Que se passe-t-il quand la chercheuse prend sa retraite? C'est une très bonne question. Dans le fond, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan DMP, un plan de données de Data Management Plan. J'oublie le nom exact pour l'instant, mais c'est pour ça que c'est important d'en créer un avant que la recherche active commence. Souvent, il y a le Principal Investigator, l'investigateur principal. Et souvent, il y a plusieurs associés dans le laboratoire. Donc, si la personne est décédée ou prend sa retraite ou quitte l'université, il doit exiger un plan de suivi avec son projet. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, légalement, en fait, ce serait quelqu'un à l'institution qui devrait prendre le devant. C'est moi qui ai posé cette question, je m'excuse. Oui. La plupart, moi j'ai une série de projets depuis une vingtaine d'années et la plupart de mes collègues ont déjà pris leur retraite et malheureusement nos institutions ne renouvellent pas les postes de profs. On a de moins en moins de gens engagés qui sont compétents dans le domaine et ouais, c'est un problème parce que les universités sont des business et puis en ce moment, la linguistique, moi je travaille dans le domaine des langues autochtones et malheureusement, il n'y a pas d'embauche. Il n'y a pas d'embauche de linguistes de langue autochtone, pour les langues autochtones et donc on se retrouve dans une situation très très difficile avec d'énormes banques de données, des choses que... En tout cas, il y a des données sensibles là-dedans, il y a des choses comme ça. Et puis, moi, je suis une des plus jeunes qui reste. Et il n'y a pas d'embauche, quoi. Donc, c'est vraiment un problème. Je pense que le résultat, c'est que ça doit sortir du milieu académique. Mais les communautés autochtones ne sont pas non plus en mesure d'avoir les compétences pour gérer ça du tout. Donc, c'est pour ça que je suis venue à votre atelier. Mais vous pouvez peut-être passer la question à Victoria Smith. Je suis Tout ce que vous avez décrit, c'est bien quand il y a quelqu'un en poste dans un milieu académique qui a un compte sur Calcul Canada ou l'Alliance de recherche numérique. Mais quand ces choses-là, quand les gens sortent du milieu académique, ce qui arrive avec des projets communautaires, je pense que ça s'applique à d'autres disciplines aussi. Si le chercheur principal ou les co-chercheurs sortent du milieu académique, qu'est-ce qui se passe? J'apprécie vraiment cette précision, Marie-Odile. Et puis,
puisque vous travaillez avec les Premières Nations, je suis sûre que vous connaissez le PCAP. Donc, c'est un modèle que on aimerait intégrer dans le projet. Donc, la possession ultime de leurs données à ces communautés-là. Et puis, ça pourrait aller plus loin que juste les communautés de Premières Nations. Pourquoi? Mais c'est quelque chose de très philosophique à ce point-ci. Mais pourquoi pas donner la possession des données aux personnes qui sont concernées dans la recherche? C'est quelque chose qu'on peut peut-être voir dans l'avenir. Il y a aussi le fait qu'il y a la bonne recherche, la bonne collecte de données que les chercheurs citoyens font aussi, qui pourraient nous aider. Donc, c'est sûr qu'il y a une balance entre utilisation des données responsables que les chercheurs citoyens vont pouvoir faire. Je veux pas suggérer que ça soit totalement donné sans question, mais si on travaille en collaboration et avec l'entraide, il y aurait peut-être façon de faire un suivi avec les données pour les personnes qui quittent l'institution. Le problème, c'est que quelles que soient les institutions, il faut des gens en poste qui comprennent de quoi il s'agit. Et ça, c'est le problème auquel nous faisons face, mon équipe et moi. Bon, c'est pas... Tout à fait. Mais c'est un grand problème, mais c'est un problème de capacité et puis d'embauche au point de vue de l'institution. Donc, c'est pas un problème qu'on peut résoudre tout de suite, mais c'est une bonne observation. J'apprécie beaucoup. Merci. Merci. Donc, je vais partager plus tard la présentation. Et puis, si quelqu'un aimerait m'écrire ou avoir des questions en suivi plus tard, je vais mettre mon courriel dans le Slack. Je vais le mettre aussi dans le chat de Zoom, au cas où que vous n'êtes pas sur le Slack pour cette conférence. Et puis, ça va me faire plaisir de soit répondre à votre question ou faire le suivi avec vous. Merci beaucoup, Lina. Il y a des autres questions pour Lina. Tu peux utiliser votre micro ou le chat Slack ou Zoom. J'aimerais aussi mentionner, parce que présentement, Victoria est en train de faire la présentation exacte que je viens de faire dans l'autre salle de breakout. Donc, s'il y a du monde qui voudrait la joindre, c'est aussi possible, mais ça sera en anglais. Mais elle est quand même très dynamique et intéressante. Alors, merci pour tout le monde. Merci de votre écoute. Merci Lydia et merci Pierre-Luc pour la gestion technique. Merci beaucoup pour votre temps et expertise, Lina. Merci.